MJ, une femme de 35 ans, était admise aux urgences, délirante. Les ambulanciers l'ont trouvée dans la rue, allongée et tremblante sur le sol, avec ses enfants et plusieurs boîtes de beignets vides. Vous voyez, MJ était une sans-abri qui mourait de faim depuis plus d'1 an, n'avait point de conjoint et mangeait très rarement, et lorsqu'elle avait de la nourriture, elle la donnait à ses enfants. Il y a quelques mois, elle a déménagé dans une grande ville. À peu près au même moment, elle a pris l'habitude de ne pas manger beaucoup. En fait, quand elle a commencé à manger, elle s'est sentie étourdie et assoiffée. Après cela, son rythme cardiaque a augmenté et elle s'est sentie mal à l'aise. La femme a donc décidé de se limiter à la nourriture et tous les jours suivants se sont passés de la même façon. Au cours de cette période, MJ a perdu une grande partie de son poids. Du haut de ses 1m65, elle ne pesait plus que 35 kg, soit presque la moitié de son poids idéal. Et puis, par une chaude journée d'été, MJ s'est sentie épuisée. Tard, un soir, elle a reçu plusieurs boîtes de donuts d'une boulangerie locale. La date de péremption était dépassée, il était donc normal que la boulangerie donne de la nourriture. Dans son comportement récent, de ne pas manger beaucoup, il est devenu étrange qu'elle goûte un beignet. La femme l'a aimé et a essayé un autre donut, et un autre, et un autre. Elle a continué à manger, ignorant le fait qu'elle avait mangé elle-même un total de 15 beignets en 30 minutes. 1 heure plus tard, ses enfants étaient endormis et MJ se sentait léthargique. Sa vue était floue et elle se sentait aussi légèrement étourdie. Elle était sûre qu'elle était juste fatiguée. Et maintenant qu'elle avait bien mangé pour la première fois depuis des années, elle pouvait enfin passer une bonne nuit de sommeil. Le matin venu, MJ s'est réveillée. Elle n'avait pas bien dormi. La femme est allée à la cuisine et a mangé 5 autres beignets pour le petit déjeuner. En marchant dehors pendant la journée, elle a senti son cœur battre à la chamade et a eu mal à la tête. Sa vision est devenue floue et déformée. MJ a commencé à trembler et elle a fini par s'évanouir à l'extérieur. Ses enfants ont crié à l'aide et une ambulance a été appelée pour l'emmener aux urgences, où nous nous retrouvons actuellement. Compte tenu de ses antécédents médicaux, il y a des indices clairs de ce qui se passe. MJ souffre du syndrome de l'alimentation de reprise. Ce syndrome est défini par le fait qu'elle a mangé 20 donuts, ce qui est considéré comme une reprise de l'alimentation lorsqu'elle a consommé plus de calories en une fois qu'en 1 an. Syndrome désigne un ensemble de symptômes associés à la reprise de l'alimentation. Mais comment cela a-t-il pu se produire ? Si ce n'était que des beignets, tu devrais quand même manger autre chose, non ? Mais ce n'est pas que les beignets sont mauvais pour la santé, ce sont les changements dans la physiologie de MJ qui se sont produits pendant le jeûne. Regardons cela d'un point de vue clinique. Tout d'abord, la femme a été sous-alimentée pendant longtemps, et c'est physiquement évident. Pour une taille de 1m65, son poids idéal est de 56 kg, un chiffre calculé et normalisé pour toutes les personnes, et nous l'avons utilisé à la clinique pour l'évaluation de l'étal et le dosage des médicaments. Elle pèse 34 kg, soit 60% de son poids idéal. Et c'est un problème parce qu'en dessous de 70%, c'est le seuil à partir duquel tout le monde risque de souffrir de troubles de l'alimentation, et cette femme était clairement à risque. Lors de son admission aux urgences, elle était en hypothermie, c'est-à-dire que sa température corporelle était très basse et qu'elle tremblait beaucoup. Les résultats sanguins de la femme ont montré que ses enzymes hépatiques étaient élevées et que sa fonction rénale était altérée, ce qui sont des symptômes typiques d'un patient souffrant de la faim chronique. La femme a compensé dans une certaine mesure ses pertes au fil du temps. Sa fréquence cardiaque de base avant de reprendre l'alimentation était de 35 battements par minute, ce qui aurait pu être normal pour un athlète bien entraîné, mais MJ ne l'était absolument pas. Son rythme cardiaque devrait se situer entre 60 et 100 battements par minute, comme la plupart des gens, et son examen a montré 70 battements par minute. Donc, elle devrait aller bien, n'est-ce pas ? En fait, non. Pour les patients souffrant de la faim, les troubles de l'alimentation, la dysphagie, incapacité de manger en raison de difficultés à avaler, ou la bradycardie, induite par le syndrome, sont très typiques des patients comme MJ. Brady signifie lent et cardie signifie rythme cardiaque. Un rythme cardiaque lent est généralement défini à 60 battements par minute. Avec une faim extrême, il peut tomber en dessous de 30 battements par minute, ce qui signifie un battement toutes les 2 secondes ou plus. Une fréquence cardiaque de base de 35 à 70, lors d'une reprise soudaine de l'alimentation, est un changement brutal en un court laps de temps, indiquant une complication cardiovasculaire grave. Son électrocardiogramme cardiaque montre que son cœur bat de façon irrégulière. Mais pourquoi cela se produit-il ? Nous pouvons l'expliquer par son état et la perte de conscience dont elle a souffert à son arrivée aux urgences. Comme la femme avait faim, elle avait une carence en vitamines, la plus importante étant la thiamine ou vitamine B1.
La thiamine n'est pas produite de manière endogène, ce qui signifie que votre organisme ne la produit pas lui-même. Nous devons l'obtenir à partir de notre alimentation quotidienne. La vitamine B1 est importante pour les cellules, elle contribue à la dégradation des sucres. Cette vitamine joue également un rôle central dans l'utilisation de l'énergie dans le cerveau. Sa carence entraîne des dommages cellulaires, supprimant le métabolisme et provoquant des délires et des pertes de conscience, comme dans le cas de MJ. La thiamine est utilisée dans vos cellules sous une forme connue, sous le nom de pyrophosphate. De thiamine, les phosphates sont à l'origine du problème de MJ. MJ souffre d'hypophosphatémie. Hypo signifie faible, phosphate fait référence à un anion important qui existe principalement à l'intérieur de vos cellules, et hémia signifie présent dans le sang. Passons maintenant à la question du faible taux de phosphate dans le sang. Il s'agit d'un sujet qui a des sérieuses implications dans de nombreux aspects de la biologie. Pour MJ, l'une des principales causes de son malaise physique est la malnutrition et l'atrophie musculaire qui en résulte. A signifie sang et trophée fait référence à la nutrition. Ses muscles se sont atrophiés avec le temps parce que la femme n'a pas mangé depuis longtemps. Mais cela ne se limite pas à ses muscles, son estomac et ses intestins se sont également atrophiés, tout comme son muscle cardiaque. Les tissus musculaires en sont les principaux utilisateurs. Le sang contient plus d'électrolytes importants qui interviennent dans la contraction musculaire. Le sodium et le potassium signalent la contraction. Le calcium provoque la contraction et le phosphate fournit l'énergie nécessaire à la contraction. Vous en avez peut-être entendu parler, ça s'appelle l'ATP, l'adénosine triphosphate. L'adénosine étant une molécule d'adénine, fait partie de votre information génétique liée au sucre, ribose, et au triphosphate, les 3 phosphates. Cette énergie fournie par l'ATP est responsable de presque tous les mouvements de votre corps, qu'il s'agisse de la nourriture qui entre dans votre estomac, du sang qui est pompé vers votre cerveau, ou de la marche dans la rue. Mais avez-vous remarqué que lorsque vous marchez dans la rue, à un rythme soutenu, votre respiration devient plus lourde et plus profonde? Lorsque vos muscles sont actifs, ils ont besoin de plus d'oxygène pour produire plus d'ATP afin de répondre à leurs besoins énergétiques. Et pour fournir cet oxygène, votre corps utilise un autre composé contenant du phosphate, le 2,3-diphosphoglycérate, dont le nom vous dit exactement ce que c'est. Un glycérate avec 2 phosphates sur les atomes de carbone numéro 2 et 3, le 2,3 DPG, présent dans les globules rouges, augmente la dissociation de l'oxygène, ce qui accroît la disponibilité de l'oxygène pour les tissus tels que les muscles. Dans le sang, cet oxygène est utilisé pour créer davantage d'ATP. Ainsi, tous les types de muscles sont très dépendants du phosphate pour fournir l'énergie nécessaire à la contraction. Mais revenons-en au diagnostic de MJ. Hypophosphatémie, avec faible taux de phosphate dans le sang. Pourquoi un faible taux de phosphate? Elle vient de manger 20 donuts, donc son sang devrait être riche en électrolytes et en nutriments, non? Eh ben en fait, non. Les beignets de MJ à manger étaient riches en sucre. Le sucre est essentiellement du glucose qui stimule fortement le pancréas à produire une hormone appelée insuline, qui fait baisser le taux de glucose dans le sang en le faisant passer du sang aux cellules de l'organisme. Chez une personne en bonne santé, la libération d'insuline est régulée de manière très précise. Vous recevez exactement ce dont vous avez besoin. Mais MJ n'était pas en bonne santé car elle avait été mal nourrie. 20 donuts totalisent 1200 grammes de sucre pendant 12 heures, un énorme choc pour son corps. Le corps de cette femme est sensible à l'insuline, ce qui signifie que la quantité accrue de cette hormone aura un impact majeur sur tous les organes. Cela se produit depuis longtemps car MJ mange de moins en moins. Elle a eu des vertiges après avoir mangé des beignets car son taux de glycémie est plus bas qu'avant, en raison de la forte augmentation de l'insuline. Mais il n'y avait pas que le glucose qui entraîne dans ses cellules. Il y avait aussi les électrolytes dans son sang. Le sodium et le potassium, le calcium, le magnésium et le phosphate passent tous du sang à ses cellules. La plupart de ces nutriments sont littéralement aspirés de son sang vers ses cellules, ce qui marque le début des problèmes cardiaques de MJ. Puis le délai est court. Le mouvement du sodium vers toutes les cellules de son corps, et pas seulement les muscles, est déterminé par les reins. Ils répondent en réabsorbant le sodium qui apparaîtrait dans l'urine, une constante de ce canal. Le processus de surcharge volumique chez MJ commence alors de plus en plus de liquide s'accumule dans son corps. Le fluide qui aurait dû être extrait faisant pression sur son cœur et retenait sa respiration. Le liquide supplémentaire qui s'accumule dans son corps provoque une insuffisance cardiaque aiguë décompensée. Décompensée signifie que le cœur n'a pas eu le temps de s'adapter au changement dans son corps, et aigu signifie que le changement physiologique sous-jacent s'est produit récemment en raison d'un événement, en l'occurrence l'ingestion de 20 beignets par une personne qui avait auparavant faim.
Il ne s'agit pas d'un problème unidimensionnel, car son muscle cardiaque s'est atrophié. Il n'est pas aussi fort qu'il le serait s'il était bien nourri. Comme le phosphore est déplacé dans les cellules en raison de la forte réponse à l'insuline, le muscle cardiaque a moins de phosphate disponible dans le sang, ce qui signifie une production d'ATP moindre pour l'énergie et moins de 2,3% pour dissocier l'oxygène afin de produire cet ATP. Son muscle cardiaque a une charge de travail plus élevée en raison de la surcharge en liquide et moins d'énergie pour travailler avec cette charge de travail. Le muscle qui aspire l'air dans les poumons est le diaphragme. Dans le cas de MJ, il s'est également atrophié pendant son jeûne, et avec moins de phosphore à la disposition, et maintenant, elle a le souffle court à cause de ça. 10 signifie anormal et pnéa signifie respiration. Elle a non seulement des difficultés à fournir de l'énergie à ses muscles, mais aussi de fournir de l'oxygène à ses muscles. Cela aurait pu être évité si MJ avait mangé lentement et n'avait pas succombé à la suralimentation. Le syndrome de l'alimentation renouvelée n'est pas nouveau pour l'homme. En l'an de notre ère, l'érudit juif romain Flavius Josephus Flavius a décrit une épidémie de décès parmi les juifs qui étaient piégés et affamés par les Romains. Il a décrit que ceux qui se gavaient mouraient, après que ceux qui se réfrénaient leur appétit face à l'abondance de nourriture pouvaient survivre. En 600 après Jésus-Christ en Chine, Chung Xiamiao, le médecin le plus influent d'Asie de l'Est depuis 1000 ans, a écrit sur le syndrome de réanimation nutritionnelle dans le contexte de l'avitaminose. Les symptômes de carence en thiamine étaient un problème dans la Chine rurale, à une époque où les paysans n'étaient souvent autorisés à manger que du riz blanc et où l'élimination de ces enveloppes épuisait sa principale source de thiamine. Et lorsqu'il y avait une pénurie de nourriture due à une catastrophe naturelle, les gens mouraient de faim et étaient confrontés au syndrome de suralimentation lorsque la nourriture était à nouveau disponible. Pendant la Seconde Guerre mondiale en 1945, les prisonniers des camps de concentration de guerre ont été libérés et ceux qui ont été nourris sont paradoxalement morts après avoir mangé. C'était la première description moderne du syndrome de l'alimentation renouvelée. Aujourd'hui encore, ce syndrome n'est pas bien connu en dehors des cercles de soutien nutritionnel dans les cliniques. Les patients atteints de cancer souffrent généralement de dysphagie ou de difficultés à avaler en raison de leur traitement ou de stomatie, d'aphtes et d'effets secondaires fréquents du traitement. Ils mangent généralement peu et sont essentiellement épuisés lorsqu'ils sont hospitalisés. Ils sont généralement entièrement nourris par une sonde ou par voie parentérale dans les veines. Et ils reçoivent un bolus soudain de nutriments auquel leur organisme n'est pas habitué, ce qui déclenche l'insuline. La réponse, un déplacement intracellulaire des électrolytes et du glucose, provoquant un nouveau syndrome d'alimentation. Si une personne qui avait faim auparavant mange trop brusquement, elle court un risque incroyable de mourir dans la forme décompensée de son propre corps. Pour MJ, nous traitons son problème sous-jacent, à savoir l'hypophosphatémie. Comme ses niveaux sont extrêmement bas en raison de la nourriture de son régime alimentaire, nous lui injectons de phosphate par voie intraveineuse, mais avec prudence car elle délire. L'administration orale n'est probablement pas fiable pour elle, mais l'administration intraveineuse n'est utilisée que pendant une courte période. En effet, le phosphate administré par voie intraveineuse est très dangereux, car il peut former des sels solides avec le calcium présent dans le sang, ce qui peut endommager les reins et provoquant une insuffisance rénale et une hypocalcémie, c'est-à-dire un faible taux de calcium dans le sang. Comme les cellules musculaires utilisent le calcium pour se contracter lorsqu'il y en a peu dans le sang, ce qui peut également causer des problèmes au cœur de MJ. Nous passons à une supplémentation orale en phosphate lorsque les taux commenceront à augmenter. Pour le potassium et le magnésium, nous les remplaçons également par voie intraveineuse, mais nous le faisons dans une solution physiologique sans dextrose. Dans certains cas, les étudiants et les résidents voudront reconstituer les électrolytes avec une solution de dextrose à 5%, mais cela est contre-indiqué dans ce cas. La dextrose est l'isomère D du glucose, et la présence de dextrose stimule la libération d'insuline, ce qui a provoqué le problème de MJ. En traitant les anomalies d'électrolytes sous-jacentes et plus tard la carence en thiamine, MJ a pu résoudre le syndrome et le dysfonctionnement cardiaque et l'encéphalopathie qui ont suivi. Que lui est arrivé ensuite, à elle et à ses enfants? Eh bien, c'est une partie de l'histoire que vous pouvez aider à écrire. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, prenez soin de vous et restez en bonne santé. Abonnez-vous et à plus tard.